l'Amérique des années 20 touche les dividendes de la prospérité. Depuis la fin de la guerre, la première puissance industrielle du monde a mis les bouchées doubles au service d'un mot d'ordre, la richesse à la portée de tous. Des millions d'Américains placent leur épargne en bourse. En 4 ans à peine, ils ont quadruplé leurs gains. La spéculation était effrénée. C'était l'argent facile. Tout le monde allait avoir 2 voitures. Tout le monde m'appelait pour acheter des actions. Ils ne demandaient jamais le prix. Ils achetaient et voilà tout. Coup de théâtre. Le jeudi 24 octobre 1929, l'impensable se produit. Soudain, les ordres sont arrivés et il fallait vendre. Et ça a baissé de plus en plus. Le marché ne faisait plus que baisser. The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange in market prices. Les investisseurs qui avaient misé sur de confortables profits sont obligés de vendre, perdant des centaines de milliers de dollars. Des petits télégraphistes comme Bill Bailey sonnent de porte en porte pour annoncer la catastrophe. Les gens recevaient un télégramme, l'ouvraient et restaient en état de choc. La plupart des télégrammes disaient la même chose. « Ça va mal, donnez-nous plus d'argent pour défendre vos intérêts. » Ou bien « Vous êtes fichus. » Puis, 1 heure plus tard, il disait « Vous feriez bien de vous dépêcher, on coule. » Et le type recevait des télégrammes de partout à la fois, jusqu'au moment où il n'ouvrait plus la porte parce qu'il avait compris ce qui se passait. Peu de temps après, on s'est rendu compte que des gens sautaient par les fenêtres. Ils devenaient dingues. Ils essayaient de reprendre pied et pensaient que le meilleur moyen, c'était ça, la tête la première. Le krach de Wall Street frappe bien au-delà de la bourse et de New York. Les riches ne sont pas les seuls ni même les principales victimes. Les travailleurs du monde entier sont bientôt broyés par l'événement. Le capitalisme avait fait miroiter un progrès infini et la richesse générale. Au lieu de quoi, la crise provoque un chômage massif et des queues interminables devant les soupes populaires. De ce désastre surgit une exigence. Les populations demandent à leur gouvernement, tout au long des années 30, qu'ils remettent leur pays sur le chemin du travail, si ce n'est de la prospérité perdue. Can't get no work, can't draw no pay. Unemployment getting worse every day. Nothing to eat, no place to sleep. All night long, folks walking the street. Doggone, I mean the panic is on. Comme tant d'Américains, Bill Bailey se sent pris dans la spirale de la crise. Je ne trouvais pas de travail. Je faisais peut-être 15 boîtes par jour. Je frappais aux portes des entrepôts pour essayer d'avoir un boulot. Impossible. J'ai fini par vendre des pommes. C'était pas facile, croyez-moi. En moins d'1 an, 2,5 millions d'Américains perdent leur travail. À New York surtout, il n'y avait rien de plus frappant que de voir une queue de 500 personnes à la soupe populaire. Et puis, 2 jours plus tard, à la même queue, 2000 personnes. Et il venait de plus en plus de monde, jusqu'à ce que ça fasse le tour du pâté de maison. Mis sur le pavé, les gens sont acculés au désespoir, victimes d'un processus dont le mécanisme leur est incompréhensible. We haven't got no work, we can't get no work, we're looking for work. We can't get no work, but we will by someday in the future. La crise nourrit la crise. La faillite de la bourse étrangle les banques. Le commerce chute.
Les usines sans ligne de crédit ni débouchés ferment les unes après les autres. Le chômage fait tache d'huile. La crise gagne les pays voisins, notamment les clients de l'Amérique et ses débiteurs. Chacun a le sentiment que des forces incontrôlables sont à l'œuvre. En l'absence de protection sociale, tous les moyens sont bons pour lutter contre la misère. Ainsi, à Chicago, les nouveaux pauvres s'attaquent aux pavés de bois de certaines rues pour se chauffer. En 1929, John Tachman, venu de Suède pour trouver la terre promise américaine, doit déchanter. Je voyais la misère autour de moi, des milliers, des dizaines de milliers de personnes expulsées de leur maison, des familles entières, des personnes âgées assises dans les chaises à bascule, sur des chaises le long des trottoirs, nulle part où aller, rien à manger. Ils risquaient de mourir de faim parce qu'ils n'avaient pas de sécurité sociale ni d'assurance chômage, il n'y avait rien. I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. En 1932, un quart de la population active, soit plus de 13 millions d'Américains, est sans travail. Parmi eux, Bill Bailey. J'ai décidé de partir vers l'ouest. À cette époque, il n'y avait qu'une façon de voyager, c'était le train, dans les wagons de marchandises. Parfois, dans un wagon, il y avait déjà 15 gars. À chaque fois qu'on entendait parler d'un emploi quelque part, des milliers de types prenaient le train. Il fallait monter dans le wagon quand il roulait à 10 ou 20 km/h. Au-delà, c'était risqué. Mais on apprenait tout ça au fur et à mesure. On apprenait tous les jours. Now we're going to give you a real inside view. An actual interview in a genuine hobo jungle. What are you doing out here, Bud? That's my business, partner. How about you? We got a special invitation out here. Out here for the climate. What about you, son? I'm just riding. How about you, mister? I have a friend who's going to get all of us a job. Well, I'm employed in Colton Yard as a Southern Pacific switchman. It's been my observation that every freight train coming into Colton has from 50 to 150 or 200 tractions on them. C'était pareil pour les gens des professions libérales, les scientifiques, les docteurs, les avocats. Tous ces gens étaient jetés à la trappe. En désespoir de cause, John Tachman quitte Chicago pour chercher du travail à l'ouest. J'ai traversé les montagnes rocheuses pour essayer de trouver du travail comme cueilleur de pommes. Il y avait au moins 25 000 chômeurs venus de tous les coins des États-Unis. Alors, je n'ai pas eu de travail. On voyait les fermes sur des kilomètres, toutes entourées de clôtures, et les enfants réussissaient à passer par-dessus. On voyait des pommes sur le sol, partout, de grosses pommes, les plus grosses que j'ai jamais vues. Mais il y avait toujours des chiens méchants qui rôdaient entre les arbres. Les fermiers en colère n'hésitent pas à détruire leur production. Les prix sont si bas qu'ils espèrent les faire remonter un peu en saccageant leur stock. Peu importe si des gens meurent de faim. On savait que quand les gens n'avaient plus d'argent pour acheter du pain, on brûlait le blé. Il y a eu d'énormes destructions de nourriture aux États-Unis au moment où des millions de personnes mouraient de faim. Des millions et des millions de gens mouraient de faim. Parmi les premiers pays les plus gravement touchés, il y a les jeunes nations. Celles qui vendent leurs matières premières aux pays industriels, comme le Chili, fournisseur des États-Unis. Le Chili a fondé sa prospérité sur l'exploitation du cuivre, et cela depuis 30 ans. Le cuivre génère 80% des recettes extérieures du Chili.
des dizaines de milliers d'ouvriers l'extraient de la plus grande mine à ciel ouvert du monde, dans le désert de Chuquicamata. C'en est donc fini des bonnes années, alors que Fernando Liborio commençait juste à travailler. Quand le crack a eu lieu aux États-Unis, franchement, rien de tel n'était jamais arrivé. C'était comme si vous marchiez dans la rue et que quelque chose vous tombait dessus. D'un côté, ça semblait très lointain, à des kilomètres de là. New York, c'était très loin. Mais quand votre patron vous disait que vous n'aviez plus de travail, vous preniez un coup. La tragédie des producteurs de nitrate est encore plus terrible. Ceux-ci, fournisseurs du monde entier, se retrouvent brutalement sans clients. L'usine de nitrate était notre pain quotidien, notre sécurité. Il n'y avait rien d'autre. Où aller travailler au milieu d'un désert pareil? Claudina Montanos Diaz et sa famille travaillent tous dans le nitrate. Un jour de décembre, nous étions à la maison et mon mari rentre du travail. Il me dit « Écoute, il ferme ». Il a fallu partir. Après, ils ont commencé à renvoyer les gens. Que pouvaient faire les pauvres? Faire leurs valises et prendre ce qui venait. Vers qui pouvions-nous nous tourner? Il y a eu tellement de villes abandonnées dans le Nord, toutes abandonnées, des belles villes. C'était la crise de 1930. Des milliers de mineurs au chômage envahissent Santiago. Les autorités sont débordées, le pays est en faillite. Fernando Liborio est au chômage plus souvent qu'à son tour. Un matin, ma tante m'appelle et me dit « Regarde ce qui se passe dans la rue ». On regarde par la fenêtre et on les voit qui soulèvent des gens par les pieds et les bras et les entassent dans des charrettes. Je demande s'ils sont sous. Mais non, ils étaient morts. Ils étaient morts de faim. L'effondrement de l'économie chilienne se répercute dans le monde entier. Sans cuivre ni nitrate, plus besoin de bateaux pour les transporter, et moins encore d'en construire, ici comme ailleurs. Entre octobre 1929 et l'été 1931, la crise traverse l'Atlantique. Elle touche en premier lieu les pays sans réserve financière, les plus tributaires des capitaux américains, comme l'Allemagne. En juin 1931, le krach de la banque Kreditanstalt sonne le glas de la prospérité autrichienne. Les Américains rapatrient leurs capitaux. Les dettes de guerre dues par les Alliés à Washington et les réparations que doit verser l'Allemagne vaincue ne sont plus honorées. En septembre, la livre sterling est dévaluée. L'Angleterre abandonne le libre-échange. L'Europe entre en léthargie. Même les pays qui se croyaient à l'abri, les pays neutres ou la France, sombrent dans la plus grande dépression de l'histoire. La Grande-Bretagne avait eu les premiers chantiers navals du monde. Une ville comme Jarrow, sur la mer du Nord, en vivait exclusivement. J'ai commencé à travailler au chantier naval Palmer comme rifter. J'espérais y rester toute ma vie, mais non, un après-midi, le contremaître arrive et me dit « Tu arrêtes à 8 heures. Comme ça, plus de travail, viré. » Il y a eu des centaines de cas comme le mien. D'une minute à l'autre, on pouvait être viré. Et je n'étais pas le seul.
On subventionne les propriétaires des plus anciens chantiers navals pour qu'ils détruisent leurs installations, dans l'espoir que les chantiers modernes aient une chance face à la concurrence. C'est ainsi que toute la population de Jarrow assiste à la destruction des 2 grues jumelles. Ça faisait partie de notre vie. Vraiment, il y avait des femmes qui avaient les larmes aux yeux en les voyant s'écrouler, car elles savaient que c'était la fin. Une fois qu'elles furent par terre, le chantier était mort. C'était un symbole. Une fois le symbole disparu, ça y était, on était fichu. Une journée terrible. Une fois le chantier fermé, ça a été comme si une saloperie de couvercle se refermait sur la ville. On ne pouvait rien faire, à part traîner dans les rues. 3 ouvriers sur 5 dans Jarrow sont désormais au chômage. Pour le gouvernement, il n'y a pas d'autre moyen de sortir de la crise que de réduire les dépenses publiques. Il faut attendre le retour naturel de la croissance. Tel est le discours que tient le Premier ministre Ramsay MacDonald. We must all join as a united nation and bear equitable sacrifices to see the present crisis through. And so I appeal to you all. Do your bit like men and women, cheerfully and heartily. Il n'y a aucune raison d'être optimiste à Jarrow. La seule aide sur laquelle on peut compter est une maigre indemnité de chômage, limitée à 6 mois. Ça allait mal à Jarrow. On avait 26 shillings par couple, plus 2 shillings par enfant. Ça faisait 32 shillings avec les 3 enfants. Personne ne sait comme c'était dur. C'était comme dans la vieille chanson. Comme mon allocation me manque, depuis qu'ils m'ont supprimé le chômage. Une femme et 3 enfants à faire vivre, et pas une pelletée de charbon. Le propriétaire vient ce soir. Il vient nous éjecter. On n'a pas le choix. L'asile nous attend, mon vieux. Comme mon allocation me manque. Voilà. Dans toute l'Europe, le constat est identique. Ce sont moins les produits qui manquent que l'argent pour les acheter. Ainsi, les Belges extraient en abondance un charbon dont personne ne veut. Durant l'hiver 1931, les mineurs viennent de nuit dans leur propre puits se procurer de quoi se chauffer. Leur paye ayant été divisée par 3 ou 4, ils se sont mis en grève et ont été licenciés. Ils en sont réduits à voler ce charbon qui les faisait vivre. Un film de l'époque montre à quelles extrémités ils sont contraints. On dort par terre, donc il y en a qui dorment dans la table avec de la paille, et puis les autres dorment par terre. Ça c'est moi. Alors moi je suis dans le berceau, c'est parce que je suis malade. Et alors papa il retourne la table au matin parce qu'il faut de la place pour... on n'a qu'une place là. On était à 9 les enfants. Ah, c'est moi. Maman qui sert les pommes de terre. Voilà. Voilà les pommes de terre qui sont servies, c'est tout. C'est tout ce que ça avait donné. Comment est-ce qu'on a pu vivre comme ça? La France resta longtemps persuadée qu'elle échapperait à la crise. Le chômage est insignifiant jusqu'en 1930. La production fléchit mais résiste et surtout, le pays est assis sur le premier stock d'or européen, avec un quart des réserves mondiales. Les failles dans cette prospérité apparaissent dès 1929, avec la chute des exportations et la guerre monétaire ouverte par les Anglais. L'économie française s'asphyxie car ses prix sont trop élevés et les 2 moteurs de la reprise, consommation et exportation, calent en même temps. Les usines tournent au ralenti, comme chez Renault où travaille Arthur Herbeau. D'abord, on a baissé les heures de travail.
je suis arrivé à faire que 32 heures la semaine. Renault en faisait pas plus. Et comme je ne faisais pas assez d'heures, le soir, je prenais mon sac à outils et j'allais faire les garages. Aller me rouler sous les voitures, à la graisse, tout ça. Il fallait bien vivre, hein. Les Français découvrent eux aussi le chômage. Ils sont au moins 600 000 et pas loin du million en 1932. Et c'est la pauvreté pour ceux qui ont vu disparaître les allocations ou s'effondrer pensions et salaires. Pour ceux qui ont faim, des âmes charitables ont créé en plein centre de Paris cette soupe populaire. Une soupe et un morceau de pain sont distribués gratuitement à chacun des malheureux qui se présentent. Lorsque des dons reçus par l'œuvre le permettent, un morceau de viande ou de fromage vient améliorer l'ordinaire. Plus de 700 soupes sont ainsi distribuées journellement aux malheureux qui se présentent et qui sont pour la plupart des gens momentanément sans travail. Surtout, ils ne comprennent pas pourquoi les mesures d'austérité prises par les gouvernements successifs ne parviennent pas à rétablir l'équilibre financier, ni à relancer la machine. C'est précisément sur la déception que tablent les partis extrémistes. Ils alimentent un sentiment oublié, l'antiparlementarisme. Le scandale Stavisky cristallise toutes les oppositions à la République. Le régime apparaît corrompu parce qu'il protège un escroc. Il apparaît impuissant parce qu'aucune mesure ne parvient à atténuer la dureté des temps. De cet agrégat de mécontents se dégage un constat. Il faut donner une leçon aux députés. C'est le sens de la manifestation du 6 février 1934, où se côtoient sans se rencontrer ni a fortiori s'unir anciens combattants de droite ou de gauche, Croix de Feu et jeunesse patriote. Mais il n'y a ni homme providentiel ni doctrine pour fédérer ces aigris de la République. Leur manifestation tourne à l'émeute. On s'est trouvés nez à nez avec les autres, on s'est rentrés dedans, quoi. Et les gardes mobiles qui essayaient d'intervenir. C'était une mini-révolution, quoi. Ça cognait. C'était la bagarre. Les gardes mobiles, ils tapaient à droite ou à gauche, n'importe. Il fallait évacuer, ils étaient submergés. On foutait le feu aux autobus, ça flambait. De l'autre côté, il y en a quelques-uns qui, au bout des cannes, avaient ficelé des rasoirs et coupaient les jarrets des chevaux. Et il y en a des gardes mobiles qui ont été projetés à la Seine. Hein. On a beau déplorer 15 morts et Daladier démissionner le lendemain, le régime reste en place, faute de mieux. La droite n'a pas trouvé de Clémenceau pour incarner une dictature parlementaire, et la gauche, oubliant ses querelles intestines, se mobilise contre le péril fasciste autour de la défense républicaine. En Allemagne, les nazis ouvrent des soupes populaires pour y accueillir les victimes de la crise et recrutent des électeurs et des militants. Car la crise de 1929 a ravagé l'Allemagne. La production industrielle chute des 2/3 et 6 millions d'Allemands se trouvent sans emploi. Il faut mobiliser l'armée, les syndicats, les associations charitables pour soulager les plus faibles. Comme en France, l'austérité et la déflation ne donnent aucun résultat. L'Allemagne se ferme sur elle-même, instaure des barrières douanières élevées, pratique le troc. Rien n'y fait. Les nazis ont alors beau jeu de faire campagne sur le thème « Notre dernière espérance, Hitler ». Les États-Unis sont encore plus mal en point. Made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower. Les baraquements de fortune où logent les chômeurs sont surnommés Hooverville. Hommage ironique au président Hoover qui ne cesse de répéter à ses concitoyens qu'il faut laisser la crise suivre son cours et se serrer la ceinture en attendant.
Cette sorte de pensée unique est enseignée dans les universités. Robert Nathan en est abreuvé pendant ses études. Un de nos professeurs disait « Les cycles font partie du système capitaliste ». Et je me souviens qu'un jour, il a mis la main dans sa poche et en a sorti un élastique qu'il a pris à 2 mains. Il l'a tendu et il a dit « expansion ». Puis il l'a lâché, l'élastique est revenu très vite et s'est mis à pendre. Et il a dit « récession ». Il a ajouté « expansion et récession sont les ingrédients essentiels du système de libre entreprise ». Pour moi, ce qu'il disait ne tenait pas debout, parce que ce que je voyais, c'était d'un côté des usines fermées et de l'autre des gens qui voulaient du travail et des gens qui ne pouvaient rien acheter du tout. On avait une espèce de fonctionnement en cercle vicieux et personne n'était prêt à entreprendre des réformes de fond. Aux États-Unis comme ailleurs, les gouvernements soutiennent qu'ils n'ont pas de prise sur l'économie. Partout, les citoyens acceptent de plus en plus mal ce discours. La colère succède à la déception. Lorsque j'ai vu ma mère faire la queue à la soupe populaire, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de détraqué, quelque chose de pourri dans ce système. Et après, je suis devenu plus réceptif, plus attentif aux orateurs qui parlaient dans la rue. Les plus intéressants étaient les communistes. Vous voyez à presque tous les coins de rue des orateurs qui cognaient à tour de bras sur le système. Voilà le résultat. Voilà ce qui s'est passé. Vous êtes à la soupe populaire, vous mendiez des vêtements, vous ne pouvez plus payer de loyer. On jette les meubles dans les rues. C'est le résultat du capitalisme qui est devenu dingue. Et la seule façon d'arranger ça, c'est de se débarrasser du capitalisme. Washington, en 1932, est en état de siège. Le Capitole est littéralement cerné par des anciens combattants au chômage venus de tous les États. Ils ont apporté les bons à intérêt garantis qu'on leur a délivrés lors de leur démobilisation. À la fin de la guerre, on leur avait promis qu'ils pourraient se faire rembourser à date fixe. La crise oblige le gouvernement à repousser sans cesse l'échéance. Les anciens combattants viennent exiger leur dû immédiatement. I came to Washington to get my bonus, and I'm going to wait for it till I get it if I have to wait till 1945. That brought you to Washington? Want to beat the Undertaker, spend the money before the Undertaker gets it. I know who's made this country worth living in. It's just you fellas. Look, makes me so damn mad a whole lot of people speak of you as tramps. By God, they didn't speak of you as tramps in 1917 and 18. No. Take it from me, this is the greatest demonstration of Americanism we've ever had. Pure Americanism. L'État refuse d'accéder à leurs demandes. C'est au président Hoover de décider. Les manifestants campent sur place au cœur de Washington, à 2 pas de la Maison-Blanche. It's war, the greatest concentration of fighting troops in Washington since 1865. La démonstration de l'armée tourne à l'épreuve de force. On lance des gaz lacrymogènes, on tire dans la foule. La troupe charge et balaie les manifestants. Elle détruit les voitures, brûle les tentes. L'Amérique se voit au bord de la guerre civile. The orders of the president must be obeyed. And the roaring flames sound the death knell to the fantastic bonus army. In the shadow of the beautiful dome of the capital of the United States of America. Pourtant, ce même été, les Américains prêtent l'oreille à un autre langage. This is more than a political campaign. It is a call to arms. Give me your help, not to win votes alone,
but to win in this crusade to restore America to its own people. Roosevelt axe toute sa campagne pour la présidence sur l'idée que la crise peut être conjurée. What's our campaign slogan, Sissy? Happy days are here again. Good, that's right. Les électeurs américains plébiscitent ce ton nouveau et lui assurent une victoire écrasante. Roosevelt, premier président démocrate de l'après-guerre, ramène avec lui la confiance des Américains en leur avenir. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. I shall ask the Congress for the one remaining instrument to meet the crisis: broad executive power to wage a war against the emergency as great as the power that would be given to me if we were in fact invaded by a foreign foe. Quand il entre à la Maison-Blanche en mars 1933, le pays est au bord de la paralysie. 4 ouvriers sur 10 sont au chômage. Mais les sombres perspectives n'empêchent pas le renversement de tendance. Il y a bien un effet Roosevelt. Le mythe du New Deal s'esquisse. Dans l'urgence, l'équipe Roosevelt vient au secours des Américains ruinés ou en passe de l'être. Dans leur ferme de l'Oklahoma, la famille Stoops a subi de plein fouet l'effondrement des cours. À l'arrivée de Roosevelt à la présidence, la livre de bœuf est bradée à 2 cents et demi. Le président Roosevelt est arrivé et ce qu'il a fait, c'est qu'il achetait aux fermiers une vache parce qu'il y avait trop de bétail et pas assez de foin et d'eau pour le nourrir. Alors il payait 30 ou 35 $ la vache et on les tuait. Il prenait les meilleurs et il les emmenait à l'usine de conserve et mettait la viande en boîte. Et puis il nous donnait des boîtes. Ce n'était pas toujours votre vache, mais enfin, on a eu plein de boîtes de cette viande. Quand on n'a rien à manger et que quelqu'un vous donne de la nourriture, qu'est-ce que vous pouvez penser à part qu'il a pris soin de vous? New York City. Federal jobs for thousands at the rate of 100 a minute. 138 Green Street, New York, tomorrow morning, 9 o'clock. Municipal building, Borough Hall, Brooklyn, tomorrow morning, 9 o'clock. My wife told me, where you going 12 o'clock? I said, I got to get on that line and get a ticket, and here I am, so if you see me, I'm not lying. I've been out of work for 3 years. I have a wife and 3 children, and I'm tickled to death to have a job. The WBA, WBA, 3 little letters that make life okay. WBA. Un office spécial dont les initiales WPA, Work Progress Authority, deviennent le refrain de l'espoir, lance et coordonne les grands travaux. Routes, barrages, aménagements forestiers, modernisation des terres, des usines et des bureaux, on fait feu de tout bois.
L'intervention du gouvernement fédéral est immédiatement nécessaire dans les États du Sud où la situation est désespérée. 8 millions d'ouvriers agricoles dépendent d'une seule ressource, le coton. Ses prix ont chuté de 70% en 4 ans. Mais les métayers et les ouvriers agricoles sont désorientés par le plan du gouvernement visant à faire monter les prix en détruisant les récoltes. Ils pensent que seuls les propriétaires terriens en tirent des bénéfices. Presque la moitié des champs de coton est détruite ou laissée en jachère, et les indemnisations du gouvernement n'arrivent pas jusqu'aux métayers et aux ouvriers agricoles. Parmi ceux qui protestent, de nombreux sont expulsés. De même, le New Deal ne pouvait aider les fermiers du Midwest, dont la pauvreté est aggravée par les années de sécheresse et de tempêtes de poussière. La famille Stoops décide de quitter l'Oklahoma quand son puits se tarit. Mon père avait un vieux camion. Il a réparé ce vieux camion et on était 4, 5, 6, 9 dans ce camion. 1 million de personnes entreprennent le voyage vers l'Ouest. Ils ficelaient de tout sur les voitures. Il y avait des baignoires, des cages avec des poules dedans. Tout ce qu'on peut imaginer, ils le ficelaient sur les voitures. Au terme de leur exode, les migrants ne trouvent pas la terre promise dont ils rêvent. La Californie, elle aussi, est aux prises avec la dépression. Les nouveaux arrivants ne sont pas les bienvenus. Mais le New Deal aide les Stoops à repartir dans la vie. Mon mari travaillait pour la WPA et il lui restait assez d'argent chaque mois, après avoir payé l'épicier et le reste, pour acheter une planche. On a commencé par le plancher, et puis on a monté 4 rangées de planches. Et chaque mois, il achetait des planches pour faire le tour de la maison. Et il a fallu je ne sais plus combien de mois pour arriver jusqu'en haut. Le projet le plus ambitieux du New Deal vise à redynamiser une région tout entière, à fournir du travail, de l'eau et de l'électricité à l'une des parties les plus pauvres de l'Amérique. La Tennessee Valley Authority construit une série de barrages qui fournissent de l'électricité à cet État. L'ampleur de ce projet montre que la planification de l'État peut coexister avec le capitalisme. Ici comme ailleurs, la propagande est mobilisée au service du New Deal. Les techniques modernes sont utilisées comme cette séquence d'animation en couleur réalisée par le Canadien McLaren. Il n'y avait pas une industrie qui ne cherche à embaucher. Quand on y pense, quelques années plus tôt, enfin, il nous semblait que c'était quelques années plus tôt, on allait de place en place, chercher, mendier du travail. On allait d'une soupe populaire à l'autre. On se demandait si un jour aux États-Unis, on retrouverait cette situation où le nombre d'emplois proposés était supérieur au nombre de travailleurs. Et ça a été comme un rêve qui se réalise. It was a marvelous reception which the King received in South Wales on his visit to the long-suffering communities of that depressed area. Pour les chômeurs de Grande-Bretagne, il n'existe pas de plan de grands travaux et pas de New Deal. En guise d'action gouvernementale, ils obtiennent la sympathie royale. Le chômage est toujours considéré comme une épreuve envoyée par Dieu. Englués dans une économie sans ressort depuis la fin de la Première Guerre mondiale,
les Britanniques appliquent avec constance des politiques d'austérité, sans effet notable sur l'emploi et sur la croissance. Les Anglais sont aussi en manque d'hommes providentiels. Le roi Édouard VIII, déjà populaire par son souci du sort des petites gens lorsqu'il était prince de Galles, symbolise la sollicitude sociale de la monarchie, à défaut de relève politique. Pour attirer l'attention sur les disparités entre les zones sinistrées et le Sud prospère, les chômeurs de Jarrow organisent une marche vers Londres en 1936. On avait déjà fait des démarches officielles, mais elles n'avaient servi à rien. Personne n'a envie de marcher jusqu'à Londres. C'était la dernière chance. Nous devions faire quelque chose. Le gouvernement faisait la sourde oreille à nos demandes. The Jarrow petition, a petition to the government for work for the thousands of unemployed in what is probably the hardest hit town in Britain, is being carried to London by the 200 members of the Jarrow Crusade. Dans toutes les villes où on passait, on avait un bon repas, une bouteille de bière. Les gens, partout où on passait, ils étaient bons. London at last. The Jarrow Crusaders must be glad to have reached the end of their 300-mile trek despite the rain in town. Arrivé à Edgware Road, on a vu les gens commencer à pleurer, les gens qui regardaient. C'était un vrai déluge, et on était trempés, même avec nos manteaux. On les voyait pleurer. C'était une sacrée sensation. On était vraiment fiers. Tout le monde avait son impair. Il pleuvait à verse. Tout le monde était exalté, champion. On a été rejetés. Ils nous ont donné une tasse de thé, c'est tout. Quand la Chambre des communes nous a rejetés, ça a été fini. On a su qu'on était foutus. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien trouver? Rien. Ils ne pouvaient rien trouver parce qu'ils suivaient tous le vieux système capitaliste. C'était un monde nouveau et la politique changeait. Et avec le temps, la politique devenait de plus en plus autoritaire. Ça changeait. Il fallait soit rallier ce genre de choses, cette nouvelle orientation de la politique, ou être distancé. Pour Sid Bailey, pas d'autre remède que des solutions extrêmes et non démocratiques. Bailey adhère à l'Union des fascistes britanniques, dirigée par Oswald Mosley. Mosley avait été l'un des espoirs du Parti travailliste au début des années 30. Il avait même été ministre de l'Emploi. Faute d'avoir pu faire approuver un plan drastique de lutte contre le chômage, il avait pris ses distances. Il était bien meilleur orateur que Mussolini, Hitler ou Goebbels et tous ceux de l'époque. C'était le meilleur orateur du monde à cette époque. Je ne peux pas exprimer ça. Il fallait y assister pour savoir ce que c'était. Les gens étaient debout et il y avait des ovations incroyables. Il fallait 2, 3, 5 minutes pour calmer les gens et qu'ils puissent parler. And their strong arms around us, and their voices echo down the ages, saying onward. Toutes ces critiques, de droite comme de gauche, ne détournent pas le gouvernement britannique de la ligne de l'orthodoxie libérale. C'est de Suède que vient la solution la plus originale à la crise. Ici, pas question de renverser la démocratie. Mais, à l'occasion d'une alternance politique, on table sur le volontarisme d'État plutôt que sur la résignation. J'ai rejoint le Parti social-démocrate parce que je voyais qu'il faisait des choses. Je voyais le chômage comme un terrible fléau. J'étais convaincue qu'on devait faire tout notre possible pour écarter ce fléau du peuple suédois. Pour les sociodémocrates, il n'y a pas de fatalité. Il suffit qu'un gouvernement décide de consacrer plus d'argent à créer des emplois. En 1932,
les électeurs donnent la majorité au Parti social-démocrate et à son leader, Per Albin Hansson. Avec lui, les Suédois ont à leur tête un homme du peuple qui va en tramway à son bureau. Les Suédois font le choix d'accroître le pouvoir d'achat pour financer la relance et ils complètent leur dispositif par une aide spécifique à la pêche et aux industries du bois. Ils pratiquent en fait un keynésianisme avant la lettre. Il n'était pas question de restrictions, mais plutôt de trouver de nouvelles choses à faire, d'aller de l'avant au lieu de reculer. C'est ça que je cherchais dans un parti. La Suède des années 30 se veut une vaste maison commune où les faibles et les pauvres seraient protégés. Les visiteurs étrangers se pressent, admiratifs. Enfin un pays qui a su vaincre la fatalité du chômage sans réarmer. En rétablissant le service obligatoire de 2 ans, le 16 mars 1935, Hitler a montré son jeu. Donner à la nouvelle armée allemande, la Wehrmacht, les 3 atouts qui lui manquent depuis le traité de Versailles. Une marine de guerre, une aviation et une armée blindée. La sortie de crise s'effectuera par la conquête militaire. Britanniques et Français ont fait le choix d'une reprise plus orthodoxe. Ils comptent sur leurs empires et sur le redémarrage de la consommation privée. Aussi réarment-ils sous la contrainte, les Britanniques privilégiant leur protection maritime. Les Français ont retenu les leçons de 1914. À l'abri derrière la ligne Maginot, ils comptent sur leur puissance de feu. L'infanterie reste la reine des batailles et les tanks fabriqués tardivement après 1936 sont considérés comme des forces d'appoint. S'il doit y avoir la guerre, Anglais et Français l'imaginent longue et défensive. Les réserves monétaires et commerciales comptent pour eux plus que les armes. Ce retard s'avérera décisif car en août 1936, Hitler a sauté le pas. Il charge Göring de mettre en œuvre un plan de 4 ans qui doit amener le Reich en ordre de bataille. Les solutions financières sont clairement abandonnées avec la mise à l'écart de Schacht, ministre de l'économie et président de la Reichsbank. La route de la guerre est ouverte.